On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la La recette. recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Alors on est au Bal Café, qui est un petit café très axé sur le bien manger, le mieux manger et l'insertion, l'intégration professionnelle des personnes réfugiées par la cuisine. Alors, messieurs, dames, les samoussas. Alors, si je me rappelle bien, il n'y avait qu'une seule soupe, c'était monsieur. Absolument. Voilà. Ce jour-là, je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe en plein milieu du service. Mais j'ai été super bien accueillie. Salut Julie. En cuisine, j'ai d'abord rencontré Paris. Il est réfugié et travaille ici dans ce restaurant parisien du 18e arrondissement depuis 3 mois. Je suis d'origine Afghanistan. J'ai appris plein de trucs, je suis fier de moi. Et je vais devenir chef bientôt. J'aimerais bien. Car le Réchaud, c'est bien plus qu'un resto. C'est d'abord un projet solidaire qui depuis 9 ans a pour objectif de faire évoluer les regards sur les personnes exilées grâce au pouvoir de la cuisine. Service s'il vous plaît. C'est une entreprise d'insertion, Local table. c'est une association, c'est une initiative qui répare, restaure, rassemble et qui est portée depuis sa conception par mon invité. Je m'appelle Vanessa Krisev, je suis cuisinière et entrepreneuse dans le domaine du social et du solidaire. Aujourd'hui, le Réchaud, c'est près de 1200 bénévoles, 22 réfugiés formés au métier de la restauration et déjà 36 000 repas partagés. C'est d'abord une histoire d'hospitalité et de fraternité, mais aussi, vous le verrez, de cuisine engagée. Alors messieurs, dames, est-ce que c'était bon cette entrée ? Les samoussas étaient très bons. Alors, l'alimentation a-t-elle vraiment le pouvoir de changer le regard ? Et comment l'idée d'un food truck dans un camp de réfugiés s'est-elle transformée en une entreprise à impact ? Voici la recette de Vanessa Krisev. Merci beaucoup pour ton Je vous en prie, avec plaisir. Bonjour Vanessa. Bonjour Julie. Vanessa, tu as cofondé l'association Le Réchaud qui accompagne l'insertion des personnes réfugiées par la cuisine. Vous avez commencé il y a 8 ans avec un food truck et aujourd'hui ce projet a bien grandi puisque vous avez un café-restaurant et un service traiteur notamment. Tu vas évidemment nous en dire plus. Réchaud, ça veut dire refuge, chaleur et optimisme. C'est toi qui as choisi, pourquoi ces mots ? Parce que le réchaud est un ustensile très symbolique qui permet de cuisiner à la flamme n'importe où. On l'emporte avec soi, on peut être itinérant et nomade avec un réchaud. C'est aussi la flamme, le feu, la chaleur. C'est autour de la flamme qu'on se raconte des histoires. Donc ça s'est imposé de manière assez évidente. Ça s'écrit R-E-C-H-O parce qu'au moment de l'écrire, on s'est dit que AUD, c'était un peu trop français et un peu difficile à dire pour des étrangers. Donc, on a transformé le AUD en O. C'est devenu Réchaud avec cet acronyme Refuge, Chaleur, Optimisme. Et ça nous plaît bien. On va y revenir, évidemment. Tu vas tout nous raconter. Mais d'abord, j'aimerais en savoir plus sur toi, Vanessa. Où as-tu grandi et à quoi ressemblait la cuisine de ton enfance ? J'ai grandi en banlieue parisienne. Pas très originale. J'ai grandi dans le 92 avec une maman qui cuisine bien et qui surtout est très, très attentive aux produits et aux bons produits. Donc j'ai grandi en allant souvent au marché. Aussi, le marché était le lieu de découverte des excursions de week-end ou de vacances. Et je crois que c'est un peu là qu'a commencé l'amour du produit. Ça d'un côté, et de l'autre côté, une famille germanophile qui, autour de Noël, fait beaucoup de pâtisserie. Ma sœur et ma mère, beaucoup de pâtisserie, ça sent la cannelle, c'est les petits biscuits, c'est les moments où on allait ensemble en cuisine
pâtisser. Et donc ça m'a pas mal construite. Et donc, ça donne une impression aussi de chaleur, en fait. La pâtisserie, souvent, quand on les partage en famille, c'est souvent des moments chaleureux. De partage en cuisine, ouais. C'était un endroit de rencontre aussi de nous trois, la maman et les deux filles, un peu comme la salle de bain, quoi, où on se raconte des histoires, on met les mains dans les matières premières, où les odeurs naissent et où on sent un peu entre nous. Et je pense que je suis arrivée en cuisine par la pâtisserie et je pense que c'est ça que je suis allée chercher d'abord en pâtisserie, en plus du fait que j'étais très bec sucré plus jeune et que j'aimais particulièrement les pâtisseries. Et bien alors justement, j'aimerais bien que tu me racontes ton parcours. D'abord, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite et quel a été ton parcours finalement? Qu'est-ce qui t'a mené sur le chemin de l'alimentation durable? Vous avez 3 heures. Donc à 6 ans, je suis rentrée au CP et j'ai dit que je serais actrice. Je voulais avant tout faire ce métier de comédienne que j'ai fait, puisque toutes mes études ont été tournées vers le théâtre et que je joue encore et que c'est vraiment pour moi un endroit où je suis complètement libre. C'est un endroit où je me régénère beaucoup et je ne me voyais que actrice. Mais quelques années plus tard, quand j'ai eu 10-11 ans, cette question de la cuisine et de la pâtisserie ont commencé à me hanter également. Donc je suis un peu quelqu'un d'obsessionnel et de passionné. Et donc, si c'était pas le théâtre, c'était la cuisine. Tout mon argent de poche passait dans les livres de cuisine. Bon, je vais peut-être pas dévoiler mon âge, mais à l'époque, c'était pas autant à la mode que ça l'est aujourd'hui. Donc, je me souviens du premier livre de cuisine que j'ai acheté, qui était un bouquin de Marie-Claire. Enfin, premier livre avec des belles photos de cuisine, quoi, que j'ai toujours, qui était un livre qui s'appelait Saveur de Marie-Claire, que je passais mes journées et mes nuits à regarder. Et puis, en 3e, il fallait faire un stage en entreprise et j'ai fait mon stage chez La Durée, donc avec Philippe Andrieux à l'époque. Et ça a duré, j'y suis retournée pendant tout l'été, vraiment avec des personnes adorables qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont tout appris. À la suite de ça, je me suis abonnée au Turiès Magazine, enfin, j'étais à fond là-dedans. Et ensuite, je suis rentrée en école de théâtre et en parallèle de ça, j'ai demandé un stage chez Pierre Hermé. Donc, c'était vraiment mon époque sucrée. Et puis, j'ai croisé la route de Julie Andrieux, c'est-à-dire que j'ai commencé à jouer assez jeune, mais dès que j'étais pas sur les planches ou à l'école en train d'apprendre, il fallait que je sois dans l'action. Et donc, j'étais soit en cuisine chez Pierre Hermé, soit en vente chez Pierre Hermé, soit auprès de Julie Andrieux, qui est une journaliste culinaire avant l'heure. Et donc, je l'ai assistée pendant peut-être 2 ans. Et à cette époque, elle m'a présentée à son éditrice qui a publié mon livre de cuisine, mon premier livre de cuisine. Et qui était très littéraire et très romancé autour de la cuisine et l'amour. Une espèce de journal de Bridget Jones dans la cuisine. Et qui s'appelle comment, ce livre? Et qui s'appelle Délices et cœurs brûlés. C'est vraiment une vieille histoire. C'est vraiment quelque chose que j'assume plus trop. Mais bon, c'était une autre époque, quoi. Et alors, comment tu en es arrivée à créer ce projet qu'est le Réchaud? Raconte-nous comment tout a commencé. Parce que tu avais donc une double vie d'actrice et de cuisinière. Ouais. Et comment est né ce projet? En fait, plus ça a été, plus je cherchais aussi à me prouver que j'étais pas bizarre, je pense. Et ce qui me passionnait, sans que je me le sois dit aussitôt, c'était la création. Donc j'ai beaucoup travaillé entre mes 20 et mes 30 ans en tant que consultante ou un peu artiste culinaire, où je travaillais avec des artistes en France, mais aussi en Allemagne et en Angleterre. Et puis, on a tous traversé la même époque, à savoir 2014, 2015, 2016, où il y a une espèce d'accélération. Alors, il y a eu les attentats. Moi, à l'époque, je rentrais juste à Bruxelles, donc j'ai appris le Bataclan en venant d'arriver à Bruxelles le lendemain matin parce que j'avais coupé mon téléphone. Je revenais justement d'une tournée de théâtre et j'ai rien compris de ce qui se passait. Ensuite, cette époque assez traumatique dans Bruxelles où on avait les tanks, etc. Il y avait eu Charlie Hebdo juste avant qui avait été aussi un gros trauma. Et il y a à la fois la crise syrienne, la photo du petit Elan. L'anecdote constitutive du Réchaud, c'est que ma sœur vit en Allemagne, donc on est en plein milieu de la crise syrienne, et elle croise un couple de réfugiés syriens qui fait la manche et qui s'adresse à elle en français puisqu'elle parlait français au téléphone, donc un français parfait. Il est médecin, elle est ingénieure, ils ont 2 enfants, ils sont accueillis dans un centre
à Cologne, un centre d'accueil, mais ils font la manche parce qu'ils ont faim, parce qu'on leur a servi de la soupe au porc au dîner, dans le centre. Donc en fait, il y a ce truc-là de cuisiner pour restaurer, pour accueillir, pour presque célébrer des personnes que moi je considère comme des héros, des personnes qui ont traversé des mers, des océans, qui ont fui la guerre et qui sont accueillies mal. Et ça a été une espèce de révolution intérieure où je me suis dit, stop, en fait, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je veux faire et comment est-ce que je veux employer, à quoi je veux employer ce que j'ai appris ces dernières années en logistique, en opérationnel. J'avais animé beaucoup d'ateliers de team building pour les entreprises, etc. Et donc ce besoin viscéral de cuisiner pour réparer l'humain, pour restaurer, pour aller à la rencontre. J'avais jamais fait d'humanitaire, j'avais jamais fait d'associatif, j'avais rien fait de tout ça, mais je voulais juste m'engager et aller... faire du bien par la table. Donc c'est comme ça qu'est né le projet du Réchaud, avec cette brique de faire ensemble et de partager qui est arrivée immédiatement, quoi. Tu as parlé de restaurer, de réparer, et justement, c'est votre slogan, cuisinons ensemble pour restaurer le monde. Quelle est la raison d'être du Réchaud aujourd'hui ? Je crois que c'est celle-là, c'est ce que tu dis, c'est l'association, le slogan de l'association, c'est « Cuisinons ensemble pour restaurer le monde » et l'entreprise affiliée à l'association, c'est « Restaurer le monde en restaurant les hommes ». Le cœur du projet, c'est de permettre à des personnes qui ne se rencontrent habituellement pas de se rencontrer grâce au plaisir de la cuisine et de la table. C'est considérer que la table, c'est le ciment de notre humanité. Partout à travers le monde, de manière universelle et à travers des temps ancestraux, on se retrouve et on partage autour de la table des moments heureux comme malheureux, des négociations. Ça se joue énormément autour de la table. C'est aussi le premier acte de vie, de nourrir quelqu'un. Et puis c'est un acte de confiance totale, quoi. C'est-à-dire que c'est un endroit où on est vulnérable, où on est authentique, où on est... à nu, de se laisser nourrir par quelqu'un ou de nourrir quelqu'un, il y a une relation de confiance totale. C'est fédérateur, quoi. C'est quand on est arrivé dans le 16e arrondissement, au 5 Toits, qui est un tiers-lieu dans lequel on a ouvert notre premier restaurant. Notre objectif, c'était de faire venir le 16e dans ce centre d'accueil, qui était une ancienne caserne de gendarmes par ailleurs. Et donc, comment attirer, par le plaisir hédoniste de la table, des personnes qui jamais seraient venues à cet endroit-là. Donc des personnes qui sont venues, et on l'a vu dès le départ, qui viennent, qui regardent autour d'elles, qui boivent leur petit verre de vin et qui mangent leur petite assiette. Et puis, quand on va leur parler du projet social, qui disent « Ah oui, mais vous croyez qu'on peut leur faire confiance à ces gens ?» Alors qu'elle est au cœur, elle est au centre du projet. Elle est dans un centre d'accueil avec des enfants réfugiés qui courent partout. Et donc... c'est possible de toucher des personnes ambivalentes, des personnes méfiantes, des personnes pas convaincues, et on leur donne un prétexte. On leur offre un prétexte sur un plateau à se rencontrer et à revoir certaines positions. Je pense que la cuisine, elle a ce pouvoir. Ouais. Je voudrais qu'on revienne un petit peu justement sur l'historique du Réchaud, parce que au début, le projet, tu l'as créé avec une amie à toi, qui était également chef cuisinière, et très vite, il y a eu... 12 femmes, c'est bien ça, qui se sont unies autour de ce projet. Est-ce que tu peux me raconter ça, parce que c'est pas commun? C'est une histoire d'amitié au départ, parce qu'il y a eu Élodie Huet, dont tu parles, mais il y a eu... La première personne à qui j'en ai parlé, c'est Laura Domange, qui est actrice humoriste et qui est une amie proche. Et c'est avec elle qu'on a brainstormé pendant une nuit entière autour de cette idée de partir dans les centres d'accueil, sur les camps, et de faire cuisiner ensemble les gens. Et ensuite, il y a eu pas mal d'amis d'enfance qui se sont agrégés au projet, parce que j'en parlais et que tout le monde cherche un moyen d'agir avec ses compétences. Et sur un projet comme celui-ci, on avait besoin de beaucoup de compétences, surtout qu'on était au mois de mai. Et on voulait être parti au mois d'août. En quelques semaines, il s'agissait de trouver de l'argent, de communiquer, de nous organiser, de travailler la logistique opérationnelle, d'acheter un camion, de faire le lien avec la ville de Grande-Synthe à l'époque, avec les associations locales, d'aller voir sur le terrain si notre idée était une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée, s'il y avait un besoin, comment est-ce que c'était réalisable, etc. Donc, on s'est retrouvés avec des compétences variées autour du projet. Le dénominateur commun, c'est que c'était que des relations d'amitié qui se sont engagées, et
exclusivement des femmes. Oui, cela dit, il y a tout de suite eu des hommes qui sont venus aider et porter le projet avec nous, et notamment des cuisiniers professionnels, des grands chefs, comme on dit, puisque Akram Benalla a pris contact avec nous dès le début en disant « je veux venir avec vous ». Et il est venu au premier atelier. Et une figure aussi emblématique de la cuisine du nord de la France avec Florent Laden, qui est aussi venu rejoindre le projet, l'a porté et s'est engagé. Et c'était 2 personnes qui ont aussi joué un rôle central dans l'accompagnement de personnes exilées qu'on a rencontrées sur le camp. Alors, quand tu dis sur le camp, tu parles donc de Grande-Synthe, parce que je l'ai dit en introduction, vous avez débuté avec un food truck. Donc, quel était ce premier projet, en fait ? Raconte-nous. On souhaitait aller monter des ateliers de cuisine, cuisiner ensemble, faire un grand nombre de repas communs et les partager. Et donc, dans le même principe que la question du réchaud, on s'est dit comment on fait ? Il nous faut une cuisine mobile. Donc le food truck est venu assez naturellement et ça a été le prétexte à un crowdfunding. Et en 1 mois et demi, on a collecté 32 000 € qui nous ont permis d'acheter ce food truck. C'est ce food truck-là qui est la première acquisition du projet. Donc vous êtes parti avec le food truck sur le camp de réfugiés de Grande-Synthe, dans le Nord. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir peut-être que tu peux nous raconter ? Il y a beaucoup de souvenirs et d'anecdotes. Il y a beaucoup d'associations citoyennes locales qui font un travail de terrain incroyable depuis la fin de la guerre du Kosovo, parce que Grande-Synthe, il faut imaginer que c'est un point de passage vers l'Angleterre. C'est le point le plus court. Donc ça a toujours été une zone de passage, sauf qu'on est passé d'une dizaine de personnes qui passaient régulièrement à, du jour au lendemain, 3000 personnes, dont des femmes et des enfants sur des terrains boueux. Donc, quand on est arrivé là avec notre food truck, on savait pas bien, enfin, on avait imaginé le projet, mais on arrivait pour le coup à une dizaine de femmes dans un milieu à 99% masculin. De trouver notre place aussi, ça a été une affaire. Et un des premiers souvenirs forts que j'ai eu, c'est le premier atelier, en fait, où Akram Benalla était là et où j'étais avec Élodie d'un bout à l'autre de ces espèces de tentes qui servaient de cuisine collective. Et en fait, à un moment donné, on lève la tête et on avait, 70 personnes qui cuisinaient ensemble avec une espèce d'effervescence dans cette cuisine, et on se regarde et on se met à pleurer. Parce qu'on savait, voilà, ça faisait 3 mois qu'on travaillait nuit et jour sur ce projet et que ça fonctionnait. Donc ça, c'est vraiment le premier souvenir hyper émouvant que j'ai. Ensuite, le nombre d'échanges où on arrive avec une recette en disant tiens, on va faire un dalle de lentilles, puis on nous dit mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait un dalle de lentilles en Irak, c'est pas du tout comme ça qu'on fait un dalle de lentilles en Afghanistan. Du coup, ça partait complètement ailleurs avec des recettes qui étaient complémentaires, qui étaient inattendues. Pareil sur les falafels, des souvenirs forts aussi de femmes qui, il y en avait pas beaucoup, mais notamment une qui tenait tête en fait et qui imposait sa présence dans un monde d'hommes. Et il y a certaines recettes qui sont la mémoire vivante des femmes et des sœurs et des mères et qui sont pas du tout maîtrisées par les hommes. Et donc c'était des espaces de partage dingues. Voilà, puis des personnes qui du premier au dernier jour étaient là, qui ont finalement dit vouloir rester en France alors qu'elles avaient plutôt prévu de partir. C'était un rythme particulier aussi parce que les gens la nuit, les familles essayent de passer en Angleterre la nuit, reviennent au petit matin, dorment jusqu'à peut-être 13-14 heures. Le camp se réveille vers 13-14 heures. C'était vraiment 2 temps. Le matin, on produisait des repas avec les bénévoles, les associations locales. Et ensuite, on montait les ateliers et on poursuivait la journée en cuisinant ensemble. Ça a été un moment aussi hyper fort par rapport à notre propre équipe, parce qu'on n'avait pas du tout prévu ce qui allait se passer et que on savait même pas ce qu'on allait en faire en sortant, puisque l'objectif était juste d'agir tout de suite, de se sentir utile. Et en fait, c'est à la fin de l'été qu'on s'est dit on peut pas s'arrêter là, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc ça, c'était en 2016. C'était donc il y a 9 ans, bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé depuis et surtout aujourd'hui ? Quelles sont vos actions ? Quelles sont les missions de l'association Le Réchaud ? L'objectif, c'était de faire rayonner cette solidarité. On se sédentarise en 2019 et on ouvre notre premier restaurant. On se forme à la gestion d'une restauration d'insertion, puisqu'on a tout de suite eu envie de rajouter cette jambe au projet. On était sur l'inclusion sociale, de l'accueil à l'inclusion, et on va de l'inclusion sociale à l'insertion professionnelle avec ce premier restaurant. Dès le départ, on a 7 personnes
en insertion avec nous, puis il y a le Covid, etc. Mais c'est là où on obtient nos agréments entreprises d'insertion, qui sont des agréments donnés par l'État. Et à partir de là, on a donc affilié à l'association une SAS, donc une entreprise d'insertion avec les agréments ESUS, avec pour objet principal de créer de l'impact, et avec cette envie d'être sous cette forme-là de SAS pour démontrer qu'on peut trouver un modèle économique tout en étant vertueux. Notre objectif, c'était de montrer qu'on pourrait dans un guide culinaire, être dans le fooding, attirer les gens du 16e à l'intérieur de la caserne pour le contenu de l'assiette, mais aussi pour les personnes qui sont en insertion, offrir cette fierté en fait de ce qui est produit, de ce qui est offert et d'être sur l'excellence, que ce soit par le sourcing des produits ou par l'esthétique de l'assiette et le goût, bien sûr. Donc, voilà. Et aujourd'hui, du coup, vous faites, avec l'association qui existe toujours, vous faites des ateliers de cuisine, c'est ça ? Donc ça, en effet, l'insertion professionnelle est portée par l'entreprise, l'association existe toujours et adossée, enfin les deux sont très poreux. Dans notre parcours d'insertion, il y a cette volonté d'intégrer les personnes qui sont en contrat d'insertion chez nous en tant qu'animateurs des ateliers de cuisine. Donc ils viennent régulièrement sur les ateliers qu'on anime à destination de divers publics. On le fait pour le grand public, mais on le fait à destination des enfants, on le fait à destination des personnes en situation de précarité alimentaire avec un volet très tourné vers l'autonomisation alimentaire, la création de liens sociaux, la reprise de confiance en soi. On a aussi au restaurant et bientôt hors les murs ce qu'on appelle les tables des voisins, portées par l'association aussi, avec une dizaine de convives qui sont invités à venir se restaurer dignement. C'est un moment de convivialité, on rompt un vrai isolement des personnes en situation de précarité qui sont très isolées et où on se raconte notre vie, ce qu'on ne fait pas quand on est simplement bénéficiaire de l'aide alimentaire. Donc vous avez notamment ces ateliers de cuisine et aujourd'hui vous avez également un café-restaurant, le Bal, et un traiteur aussi qui s'appelle la Table du Réchaud. Est-ce que tu peux nous raconter aussi ce second volet qui est porté par l'entreprise, j'imagine ? La restauration commerciale a subi comme un tsunami le Covid. Par contre, la reprise post-Covid de l'événementiel avec le traiteur, elle est certaine. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent aussi dans des démarches RSE ambitieuses. Donc nous, on est labellisé bio, on est triplement labellisé écotable. On dit qu'il n'y a pas de social sans écologie, donc en faisant appel à nous, c'est vraiment plus au niveau RSE. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui font aussi appel à nous, enfin que ce soit nous d'ailleurs ou d'autres associations, entreprises qui sont sur les mêmes démarches parce qu'il y a un besoin de faire valoir et de montrer les engagements que prenne l'entreprise. Néanmoins, cet endroit-là nous permet d'avoir une certaine stabilité économique et une certaine visibilité que ne nous permet pas la restauration commerciale. Vous accueillez donc des personnes réfugiées en insertion, en cuisine. Combien vous avez de personnes réfugiées aujourd'hui ? Actuellement, on a 9 personnes en insertion qui ont tout un parcours migratoire, que ce soit en salle, en cuisine, sur le service traiteur et également maintenant en logistique. D'ailleurs, on y était tout à l'heure dans les cuisines du Bal, qui est donc votre café-restaurant. Au moment du service, on écoute. Alors, c'est vous le chef ? Oui, alors ici, on est au Bal Café, qui est tenu par le Réchaud. Et en fait, c'est un petit restaurant où on sert des plats de saison, préparés avec des produits frais, bio, en majorité. Et ici, on a des employés en insertion qui sont des réfugiés. En plus d'être chef, je suis encadrant technique, donc je leur montre comment on travaille en cuisine et en salle. J'ai imaginé des process pour que ce soit évidemment plus facile pour eux, mais aussi qu'ils puissent être à peu près autonomes. Donc c'est une ambiance assez sympa. Alors ça, c'est des Singara. Les Singara, c'est la version du Bangladesh des samosas. Ils sont végétariens et on les a formés comme des empanadas. Donc c'est 3 appellations différentes pour la même chose, mais c'est un peu confusant pour les clients, mais ils apprécient en tout cas le goût. Bézad, est-ce que tu peux porter avec moi ? Merci. Bonjour, et voilà les poulets. Je m'appelle Bézad.
Je viens d'Iran et voilà, je travaille ici comme barista. Et pour moi, c'est un peu adaptation, donc une nouvelle culture et apprendre français et aussi apprendre un nouvel travail. Pour moi, c'est une nouvelle expérience dans ma vie. Bon appétit! Tu as dit, Vanessa, tout à l'heure, il n'y a pas de social sans écologie. Vous pratiquez en effet une cuisine engagée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans l'assiette ? Qu'est-ce qu'on mange concrètement au bal café et à la table du Réchaud, votre traiteur ? En fait, pour moi, on peut manger n'importe quoi à partir du moment où c'est bon et bien fait. Et la question qui se pose plutôt quand on parle du contenu de l'assiette, c'est quel impact ? Est-ce que c'est respectueux du monde vivant, de l'humain ? Le secteur de la restauration, c'est 1/3 des émissions de CO2 du secteur du commerce en France. C'est un métier de transformation, c'est un métier énergivore, polluant. Donc, de se poser la question à chaque étape de ce qu'on met dans l'assiette et comment on le met dans l'assiette, c'est ça qui conditionne pour moi la question du mieux manger. Dire qu'on offre un métier, un tremplin vers l'emploi à des personnes qui sont victimes de nos modes de consommation en produisant les mêmes externalités parce qu'on va sourcer dans l'agroalimentaire des produits dégueulasses, pour moi, c'est incohérent au possible. Donc à partir de là, il n'y a pas de social sans écologie. On pourrait faire de la cuisine du monde, on pourrait faire de la street food, on pourrait faire de la haute gastronomie, de la restauration étoilée, peu importe. On est sur une cuisine du marché qui fait la part belle au végétal, qui essaye de raconter des histoires et qui surtout essaye de faire plaisir au maximum à un maximum de personnes. Chaque restaurant qu'on a eu avait une identité dans l'assiette un peu différente, très bistronomique quand on était dans le 16e, street food quand on a été dans le 19e. On est plus sur un format coffee shop. Mais toujours les mêmes valeurs quant au sourcing et à la manière de transformer les produits en cuisine. Donc une cuisine de pleine conscience. Ce qu'on comprend dans ce que tu dis, en fait, c'est que la crise migratoire, en fait, est directement liée à la crise climatique. Et du coup, il va y avoir, avec le dérèglement climatique, avec le changement climatique, il va y avoir de plus en plus de réfugiés. Il y a 1,5 million de personnes réfugiées en France. Tu dis avoir créé ce projet pour répondre justement à un système défaillant, à un accueil défaillant. Quel est l'enjeu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Aujourd'hui, on a un t-shirt à 2 balles fabriqué par des Ouïghours en Chine. On peut circuler 1000 fois partout sur Terre, alors qu'on est un être humain qui fuit un génocide. On est bloqué. Si on n'a pas le bon passeport, si on n'a pas le bon papier. Quand on parle d'humain à humain, en fait, personne n'a envie de voir des enfants mourir en Méditerranée. Personne n'a envie de voir des femmes accoucher dans la vallée de la Roya par -10 dans la neige. Il y a une déshumanisation du sujet et on le voit à travers le monde entier en ce moment. Le problème et la défaillance totale, c'est le politique. Je me suis battue pendant 1 an pour une convention citoyenne sur la migration, un débat apaisé sur la migration. C'est le politique qui nous le refuse. Et la solution, du coup, selon toi, elle est politique aussi ? La solution passera par plus de justice sociale. On est rien du tout au regard de ce qui se joue à l'échelle de la planète. Mais il y a un truc qui reste, c'est, je pense, le bien qu'on peut faire. Et pour moi, c'est la seule chose qui a réellement un sens. Votre association a pour objectif justement de faire évoluer les regards sur les personnes exilées. En quoi la cuisine a ce pouvoir-là ? Et est-ce que tu peux nous raconter une anecdote si un jour vous avez pu constater justement ce changement de regard ? Est-ce que vous l'avez déjà constaté ? C'est un système qui se met en place à chaque atelier. C'est que chacun arrive avec une richesse personnelle, avec des souvenirs liés à la cuisine et apprend. On le voit aussi quand on anime un atelier de cuisine et qu'on a un des salariés en insertion qui présente une recette et qui parle de ses racines, qui parle de sa cuisine, mais qui change aussi tout dans le regard qu'on porte. C'est-à-dire qu'on considère les personnes en situation d'exil comme ayant quelque chose en moins. Elles ont perdu une maison, elles ont un pays en moins, elles ont une famille en moins, elles ont une langue en moins, mais c'est pas vrai. On peut inverser complètement le prisme de ce regard en disant elles ont beaucoup de choses en plus. Et je pense que si on arrive à inverser ce rapport-là, ce regard, et à être convaincu de ça, à le voir de cette manière-là, ça changerait pas mal la question de l'accueil.
Et justement, ces personnes réfugiées qui ont été en insertion chez vous, celles qui aujourd'hui volent de leurs propres ailes, si je peux utiliser cette expression, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Eh ben, c'est assez varié parce que le propre de l'entreprise d'insertion, c'est de redonner confiance à des personnes à travers l'apprentissage sur le terrain d'un métier, donc en situation de travail. Et il n'est pas dit que les personnes derrière vont continuer dans le même métier. On en a beaucoup qui ont continué dans la cuisine, mais il y a aussi des personnes qui ont, à travers cette reprise de confiance, suivi une formation et font autre chose depuis. Mais je pense à 2 personnes en particulier, Ashgar et Amaira. Amaira, c'est une femme afghane qui était parmi nos salariés en insertion et qui a monté une association pour former des femmes afghanes à la cuisine elle-même. Donc c'est une belle histoire parce qu'elle aide beaucoup la communauté afghane aussi avec ce qu'elle a appris dans nos cuisines. Et Ashgar qui s'est fait débaucher par un des restaurants les plus trendy de la capitale et qui s'est retrouvé chez Ventru, qui est un restaurant saisonnier dans le parc de la Villette. Et puis Mustapha, je pense toujours à Mustapha parce que c'est une des premières personnes qu'on a croisées sur le camp qui à la fin de l'été nous a dit « si vous pouvez m'aider, je resterai ». Akram Benalla l'a recruté en 2016 et qui d'abord a été pendant 1 an et demi en cuisine et puis qui est passé en salle, quoi. Et ce garçon qu'on a rencontré qui disait quasiment pas un mot de français a servi dans un restaurant gastronomique en bas des Champs-Élysées, dans un français parfait, avec une présence et une prestance super belle. C'était très émouvant de retourner manger dans ce restaurant et de voir le parcours de ce jeune homme. Vanessa, ce podcast est enregistré dans le cadre du Podcaston. Comment aujourd'hui on peut aider le Réchaud ? De pas mal de manières. On a besoin de bénévoles sur l'association. On a ces ateliers de cuisine au Secours Populaire à Paris tous les lundis de 13h à 16h. Et on a carrément besoin de bénévoles qui ont envie de s'engager de manière récurrente. On développe le projet des tables des voisins hors les murs, donc ces grandes tablées solidaires dont j'ai parlé. Et là aussi, s'il y a des personnes qui sont dans des entreprises qui cherchent des projets à impact et qui peuvent en parler, tout est sur notre site internet et ça nous aide. Évidemment, les collectes de dons, on en a tout au long de l'année sur notre page Hello Asso, c'est aussi sur notre site internet. Que ce soit d'ailleurs nous ou toutes les autres associations formidables comme le Refugee Food, comme Ernest, je pense à la communauté des restaurateurs écotables qui sont dans cette démarche durable, je pense au Secours Populaire, à des grosses ONG qui sont très connues, mais aussi à des petites associations, et il y en a des tonnes et des tonnes, chapitre 2, Entourage, La Cloche, La Chorba. Je veux dire, de parler de nous faire exister, c'est une belle manière de nous aider. De quoi es-tu le plus fière aujourd'hui, Vanessa ? Je suis très fière du chemin qu'on parcourt ensemble, en équipe, avec une équipe qui est stable, motivée. Je suis très fière de la gouvernance aussi de ce projet, d'avoir une entreprise ou une association qui est alignée entre l'interne et l'externe, surtout dans des conditions qui sont difficiles, parce qu'on est dans des secteurs qui manquent de moyens, donc on a tendance à épuiser vite le capital humain dans les associations et dans les entreprises. Je suis très fière que grâce à mon associé Alix Gerbet et à Inela Ajdarevic qui est directrice d'exploitation, on arrive à nous 3 à aligner tout ça et en complémentarité à faire avancer cette entreprise avec cette année un bilan à l'équilibre, ce qui n'est pas rien parce que l'aspect financier c'est de l'impact aussi et c'est de la capacité à se développer, et en fait d'une initiative citoyenne un peu déstructurée, on donne du corps à ce projet et il est en train de prendre son envol avec une stratégie qui est je pense la bonne, donc le chemin parcouru me rend très fière. Juste en quelques mots, quelles sont tes adresses engagées préférées ? Donc le restaurant de Bérangère Fagard, c'est l'une, un restaurant bistronomique délicieux avec un engagement écologique très fort. Il y a Saisonneau aussi, qui est un autre restaurant, épicerie super. Il y a Ernest qui a son restaurant qui fait de l'aide alimentaire en parallèle.
Il y a les marmites volantes qui ont des lieux aussi dans Paris. Tous ces restaurants qui s'engagent à la fois sur la question du contenu de l'assiette et en même temps de la solidarité. On se dit que si on choisit d'aller se restaurer chez eux, on sait qu'on a une externalité positive auprès d'un plus grand nombre et de personnes en situation de précarité alimentaire. Donc moi, j'aime bien cette cohérence. Vanessa, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être ? La recette du pain cocotte que j'ai découvert pendant le confinement et que j'utilise tous les jours, d'autant plus que je vis maintenant à la campagne dans un moulin, un vieux moulin. Et que le pain, c'est la vie, c'est la fermentation, c'est le partage, c'est tellement symbolique et c'est tellement bon, le bon pain. Et simple à la fois. Donc pour moi, c'est ma recette emblématique, c'est le pain au levain naturel cuit à la cocotte dans un four ménager. Et alors, quelle est la recette ? Ah, tu veux la recette ? Ok. Donc, pour un pain de 1 kg, il faut 100 g de levain maison, il faut 500 g de farine mélangée si on le souhaite, farine de seigle, farine 80 ou farine 45 ou 65 même, c'est encore mieux. Et il faut de l'eau, de l'eau qui soit le plus pure possible, et évidemment un peu de sel. Et donc c'est ensuite extrêmement simple, on mélange ces ingrédients, on met le sel un tout petit peu après avoir mélangé, on ne pétrit pas, mais on plie le pain à intervalles réguliers, toutes les 30 minutes, pendant 3 heures, et on laisse reposer. Et on laisse le temps au temps. On renverse le pain sur un papier cuisson et on prend le papier cuisson qu'on met dans une cocotte très chaude chauffée à 250 degrés. On ferme la cocotte, ça fait une espèce de four dans le four. Donc vraiment, quand on n'a pas une sole de pierre, ça fait le même effet. Et on laisse cuire 50 minutes, 30 minutes à couvert et 20 minutes à découvert. Et on a un pain absolument somptueux. Il faut laisser refroidir avant de le manger. Merci beaucoup, Vanessa, pour cette recette. Merci à toi, Julie. Et pour cette interview. Et à bientôt.